Si vous vous intéressez à la productivité, vous avez forcément déjà entendu parler de Notion. Notion, c'est cet outil incroyable qui vous permet d'organiser toutes vos données et tous vos documents au même endroit. C'est très simple, ça marche un peu comme des Lego. Vous prenez toutes vos briques et vous créez votre page de manière hyper simple. Aujourd'hui, Notion est utilisé par des millions d'utilisateurs et surtout, elle a développé une communauté de fans incroyables qui sont prêts à promouvoir la marque sur tous les continents. Ils ont récemment levé 50 millions de dollars pour une valorisation estimée à 2 milliards de dollars. Tout ça en étant 50 employés. Pour autant, Notion a failli ne jamais voir le jour. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire incroyable de Notion. Salut, je suis Théo et sur cette chaîne, je vais te parler de sujets comme la productivité, l'entrepreneuriat et le no-code. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, pense bien à t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Tout commence dans le cerveau d'Ivan Zhao. Ivan Zhao, c'est un mec qui est plutôt minimaliste, un peu réservé et qui a surtout une passion pour le design et l'art. À l'époque, il veut créer un outil qui permette à n'importe qui de créer des sites web. Rapidement, il se rend compte qu'il a fait une première erreur. Il avait parié sur ce que les gens voulaient plutôt que de savoir et de comprendre ce que les gens voulaient. Nous sommes trop concentrés sur ce que nous voulions apporter au monde, alors que nous devions faire attention à ce que le monde attendait de nous. De plus, la technologie sur laquelle avait été fait leur premier outil n'était pas très scalable et c'était difficile parce qu'il y avait énormément de bugs techniques. Alors, il a une nouvelle idée, repartir de zéro. Et avec le peu d'argent qu'il leur reste, lui et son associé Simon quittent San Francisco et ses loyers exorbitants pour s'en aller vers Kyoto. Là-bas, il a un objectif très simple, construire le produit tout en étant à l'écart de tout le bruit ambiant. Et pour ça, Kyoto est la ville parfaite. C'est la ville où on peut respirer et faire du vélo. Tout ce dont ils avaient besoin pour mener à bien leur mission. Ils se souvenaient que les gens avec qui ils travaillaient avaient du mal à utiliser les outils digitaux. Et pour une raison assez simple, c'est qu'ils n'avaient tout simplement pas les compétences techniques pour comprendre ce qu'il fallait faire pour avoir les résultats qu'ils espéraient. Il comprit à ce moment-là qu'il ne voulait plus que les gens se plient à leurs outils digitaux, mais plutôt plier l'outil aux attentes des gens. Et pour ça, il a voulu s'attaquer au truc le plus utilisé dans toutes les entreprises du monde, les documents. D'ailleurs, la gestion de ces fameux documents a toujours eu le même procédé depuis les années 1900. D'un côté, il y avait la création d'un document, et de l'autre, il y avait le stockage des documents. Et pendant longtemps, ce fonctionnement est resté le même. D'un côté, vous avez eu les documents Word ou les Google Docs plus tard. Et de l'autre, vous avez eu les fichiers d'abord sur votre ordinateur et ensuite le Google Drive. L'idée d'Ivan était de créer un outil qui vous permettrait d'éditer vos documents et de les ranger au même endroit. À l'époque où Ivan et Simon commencent leur aventure sur Notion, ils découvrent un outil génial qui va changer leur vie, Figma. Figma, c'est un outil qui est bien connu des start-upers parce qu'il permet de faire des maquettes d'applications ou de sites web. Tout le monde l'utilise parce que c'est un produit qui est génial, c'est un produit qui permet de collaborer en ligne et c'est un produit surtout qui est gratuit pour les fonctionnalités basiques. Leur obsession pour le produit parfait les pousse à créer, recréer et encore créer toutes les pages de l'expérience utilisateur sur Notion. Ils font ce qu'on appelle couramment des permutations, c'est-à-dire que pour chacune des pages, ils vont créer 10 déclinaisons différentes afin de trouver la meilleure solution. Par exemple, pour les pages d'onboarding, ils ont créé plusieurs alternatives en changeant à chaque fois un minuscule petit détail. Et avec ça, ils ont réussi à trouver la meilleure façon d'onboarder les utilisateurs. Et tout ça, évidemment, ça leur a pris du temps. Ça leur a pris énormément de temps. D'ailleurs, c'était les utilisateurs les plus actifs sur Figma, passant jusqu'à 18 heures par jour sur l'outil. Ivan Zhao dira de lui-même « Aucun de nous parlait japonais et personne ne parlait anglais. Alors nous ne faisions que coder en sous-vêtements toute la journée. » Ils continuèrent à travailler sur Notion sans relâche. Et tout ça, ça durera pendant une longue année. Après cette année au Japon, ils sortent enfin ce qu'ils avaient prévu de sortir, Notion 1.0. Dès le lancement, il y avait déjà un bon paquet de fonctionnalités. On pouvait éditer un texte, on pouvait ajouter des images, mais on pouvait aussi organiser des idées sous le modèle du Kanban, qui est très utilisé par Trello notamment. Pourtant, il est bien connu des start-upers que créer un produit comme ça tout seul dans sa cave pendant 6 mois ou 1 an, c'est presque suicidaire. Mais pourtant, pour eux, ça a marché. Alors pourquoi? Quelles sont les recettes qui ont fait de Notion une boîte qui a changé la façon dont les gens collaborent entre eux au travail? Ivan est profondément minimaliste et il avait une vision de ce qu'il voulait offrir qui allait beaucoup plus loin que tous les tests qu'on pouvait faire. Get rid of the crappy stuff, ou retirer toutes les choses qui ne servent à rien.
C'est le conseil qu'a donné Steve Jobs à l'ancien CEO de Nike, Mark Parker, en 2008. Ivan Zhao utilise la même logique. Pas de boutons horribles qui viennent gâcher l'expérience utilisateur. On construit une page comme on pourrait construire une tour de Lego. On ajoute chaque élément comme une brique, et ça, on le fait de la manière la plus simple possible en appuyant sur une touche. C'est simple, c'est minimaliste, c'est élégant et c'est pratique. D'ailleurs, leur culture est très ancrée. Pas de chaussures dans l'office pour se sentir comme chez soi, des lunchs organisés en équipe, des retraites avec toute l'équipe plusieurs fois par an dans des endroits incroyables. Ils refusent le travail à distance pour rester focalisés sur le fait d'offrir toujours un meilleur produit. Simon et Ivan, les deux cofondateurs, ont peu de photos dans les médias, refusent toutes les interviews pour se focaliser uniquement sur leurs produits. Ok, là vous vous dites c'est bien, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour croître leur nombre d'utilisateurs à plusieurs millions d'utilisateurs aujourd'hui ? Ce qui a plu aux premiers utilisateurs, c'est l'infinité de possibilités qu'offrait Notion. Pour la première fois, c'est l'outil qui se plie à l'usage des utilisateurs plutôt que l'inverse. En plus, Ivan et Simon avaient pensé à tout. Ils savaient que l'outil nécessitait une petite courbe d'apprentissage avant de le comprendre parfaitement et du coup, ils ont pré-mâché le travail. Ils ont créé plus de 30 templates qui permettaient d'apprendre à utiliser le produit sans se compliquer la tâche, comme par exemple des notes de réunion ou une roadmap pour des projets. Il suffisait alors simplement de le dupliquer dans son espace de travail et le tour était joué. Évidemment, Notion avait quelques limites. De par sa nature à être un tout en un, il était bon partout sans exceller nulle part. Et plutôt que de tout bâtir et essayer de faire le produit parfait dans chacune des cases, Notion a été assez malin. Ils ont compris leurs limites et ils ont fait des partenariats assez intelligents rapidement. Par exemple, ils se sont associés avec Slack pour faire une intégration rapidement pour que les utilisateurs puissent être avertis dès qu'il y avait des changements effectués sur Notion. Suite à la version 1.0, ils n'ont presque rien sorti pendant un an. Ils se sont contentés de regarder comment est-ce que les utilisateurs utilisaient Notion et apprendre de leur comportement pour offrir des fonctionnalités qui allaient vraiment servir. Après 2 ans de travail et une petite levée de fonds, Notion sortait enfin la version 2.0. Beaucoup plus jolie, minimaliste et complète, Notion devenait enfin ce qui devait être. D'ailleurs, Ivan Zhao lui-même disait que Notion 2.0 devait être la version 1.0. Les retours étaient encore une fois dithyrambiques. Sauf que cette fois, l'impact a été tel qu'il n'a pas seulement séduit les geeks ou les start-upers, mais tout le grand public. Et d'ailleurs, Notion a vraiment décollé le jour où un journaliste de Wall Street Journal parlait de Notion en disant que c'était la seule app dont vous avez besoin pour votre productivité. Cette fois, c'était fait, Notion était sur la route du succès. La presse et les investisseurs se ruaient sur Notion pour avoir la possibilité d'avoir une interview ou de pouvoir les financer. Josh Koppelman, investisseur chez First Round, disait alors « Chaque jour, je reçois un email d'un investisseur qui me demande de l'introduire à Ivan Zhao. Je transmets le message à Ivan et lui demande. Il répond « Désolé, nous ne sommes pas focalisés sur les investisseurs pour le moment » et le lendemain, rebelote. Fidèle à sa réputation, Ivan préfère rester focalisé sur son produit plutôt que de céder à la popularité. Il préfère garder une équipe à taille humaine et faire croître son nombre d'utilisateurs de manière très organique. Embauchez le moins de personnes possible. Si vous embauchez, cela veut presque dire que votre équipe actuelle n'a pas fait un assez bon travail pour réussir. Puis, s'en est suivi un tas de nouveautés. D'abord l'application Android, puis le prix de 4 $ par mois pour devenir moins cher que son concurrent de l'époque, Evernote. D'ailleurs, ils ont même créé une fonctionnalité pour importer les notes stockées de chez leurs concurrents, prouvant que c'est pas parce qu'on est focalisé sur son utilisateur qu'on peut pas être agressif sur le marketing. Et plus récemment, Notion s'est même payé le luxe d'être gratuit pour la majorité des utilisateurs, gardant quelques fonctionnalités avancées pour quelques cas d'usage spécifiques. Et même quand la menace de nouveaux entrants comme Obsidian ou Rome Research, qui ont un angle un peu différent, sont arrivés, Notion a réussi à rapidement réagir pour offrir des fonctionnalités qui sont équivalentes sans dénaturer son produit. Enfin, certains outils sont venus s'appuyer sur Notion pour le rendre encore plus puissant, comme par exemple Super.so qui permet de faire des sites web ou encore Memberspace qui permet de faire des espaces membres directement sur Notion. On peut maintenant tout faire sur Notion. On peut gérer des projets, on peut gérer des données, on peut gérer des documents et surtout on peut faire un site web et un espace membre. Ivan Zhao a donc réussi, après 5 ans de travail intensif sur son produit, à réaliser ce qu'il voulait faire, un outil qui permettait à n'importe qui de pouvoir faire des sites web. Pour autant, est-ce que le chemin de Notion va s'arrêter ici? Absolument pas. Ils sont actuellement en train d'envoyer la bêta de leur API aux plus grandes entreprises du monde et ça va nous permettre à nous de pouvoir envoyer et recevoir des données depuis d'autres applications, ce qui va rendre Notion totalement indispensable et qui va démultiplier sa puissance. Et évidemment, la vision d'Ivan Zhao doit forcément aller bien au-delà, mais ça, seul l'avenir nous le dira.
Si vous n'avez qu'une chose à retenir de l'histoire de Notion, c'est qu'il faut intégrer 4 éléments dans votre projet. Le premier élément, c'est de rester focalisé sur son produit et être en mission. Le deuxième élément, c'est de trouver la porte d'entrée pour ensuite développer sa vision. Ivan Zhao savait pertinemment qu'il ne pouvait pas faire un outil pour permettre aux gens de faire des sites web dès le départ. Du coup, il a pris un angle un peu différent et ensuite il s'est recentré sur sa vision qu'il avait au départ. 3. Connaître ses propres limites et faire des partenariats intelligents. Comme on l'a vu avec Slack, ils n'ont pas voulu faire un système de messagerie comme Slack, du coup ils ont fait un partenariat pour intégrer Slack directement. Et 4, développer une communauté d'ambassadeurs et les inclure dans le processus de décision. Voilà, c'est comme ça qu'on réussit à créer une boîte qui vaut 2 milliards de dollars à 50 en changeant profondément les usages de comment les gens travaillent aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à bien t'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si toi aussi tu as envie de créer ton projet entrepreneurial, n'hésite pas à aller voir mon espace privé qui s'appelle The O, qui contient plein de ressources pour commencer à créer son projet sans revenus, sans investissement et sans coder. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.